Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture du mois de mars qui il est très probable qu'il sorte en retard, mais on va dire que avec les partiels et tout ça, j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous retrouver tout simplement. Mais j'espère que ça ne vous dérangera pas trop et puis on va commencer tout de suite. Tout d'abord, dans ce mois de mars, j'ai lu un livre en VO, j'ai lu The Cruel Prince de Holly Black. Donc ça a été traduit en français sous le titre de Le Prince Cruel, tout simplement. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Jude, qui est donc une jeune fille âgée de 17 ans qui évolue dans un monde surnaturel, avec des créatures surnaturelles. Et ce monde, ce royaume s'appelle Terrafae. Comme le nom l'indique, on va y retrouver des fae qui sont donc des créatures surnaturelles magnifiques qui savent contrôler la magie et qui sont également très forts. Mais si Jude est là-bas, ce n'est pas par hasard puisque elle a été enlevée ainsi que ses deux sœurs par l'un des plus puissants seigneurs du royaume pour des histoires de coucherie, on peut dire de coucherie quelque part, voilà. Puisqu'il s'avère que la mère de Jude et donc de ses sœurs a entretenu une relation avec ce seigneur et ils ont même eu une fille, donc la grande sœur de Jude. Et donc forcément le seigneur, quand il apprend que sa femme humaine s'est enfuie, il décide de récupérer sa fille et également de se venger d'une certaine façon. Comme il s'est vengé d'une façon plutôt cruelle, il va quand même prendre le parti de récupérer également les deux sœurs donc de sa fille biologique, et le seigneur qui les a enlevées a décidé de les élever comme s'il s'était agi de ses filles. Enfin, il y en a une, c'est une de ses filles biologiques, mais il a décidé d'élever les deux sœurs de la même façon, vraiment de manière très égale, en leur enseignant donc l'art de se battre, l'art de développer sa pensée également, mais aussi et surtout à se protéger des sortilèges, puisque les fae ont, je sais plus, je crois que ça s'appelle le charme, qui est donc une manière de contrôler les pensées des autres afin de leur faire faire ce que l'on veut, tout simplement. Mais le personnage de Jude est confronté à beaucoup de problèmes, puisque du fait de sa nature humaine, il y a beaucoup d'activités qu'elle ne peut réaliser au sein de son école, et ça va justement entraîner une rivalité croissante avec un autre protagoniste de l'histoire qui n'est autre que le prince Cardan, je sais pas comment dire. Ce prince n'est pas celui qui héritera de la couronne, c'est un peu le dernier fils de la lignée, et pour autant il a quand même des privilèges, il est quand même bien perçu et populaire au sein de son école, et les deux vont se chamailler sans arrêt, vont se chercher tout le temps, voilà. On comprend, il y a une évolution évidemment au niveau de leurs sentiments, voilà, tout simplement on le voit venir, vraiment on le voit venir. Et donc tout simplement le prince cruel, c'est l'histoire de cette relation qui se met en place, mais également d'enjeux politiques qui sont vraiment en toile de fond au début, mais qui prennent vraiment une importance fondamentale. Alors mon avis sur cette histoire, je pense que vous l'avez dû le ressentir un peu à travers mon résumé. Bah, c'était une bonne lecture, mais j'ai pas été très emballée. En fait, j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux ces derniers temps, enfin, du moins au début du mois de mars. Et du coup, ça m'avait vraiment poussée à le lire parce que je m'étais dit, bah c'est le moment, les gens en parlent, pourquoi pas tenter à mon tour. Mais pour être honnête, il y a pas grand chose de transcendant. Certes, c'est des créatures surnaturelles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans la littérature young adulte, mais pour autant, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'originalité. Parce que le gros problème de cette histoire, c'est que c'est un peu du réchauffé, je trouve. On voit les événements venir, on est capable de prédire certains événements, c'est fou. Il y a quand même des éléments qui sont surprenants, hein, je vais pas mentir, il y a des retournements de situation qu'on peut pas prévoir et qui sont bienvenus, qui sont vraiment les bienvenus, mais la grande partie du roman est facilement devinable. Ce que j'ai trouvé dommage également, c'est que, à mon sens, c'est très personnel, hein, mais les relations entre les trois sœurs qui pourraient être vraiment hyper bien exploitées, il y a vraiment matière à faire quelque chose, je trouvais que c'était un peu appréhendé en surface et c'était dommage parce que c'était vraiment, je pense, un endroit où il fallait creuser pour proposer quelque chose d'original et de percutant. Surtout que, ben voilà, quand on a 17 ans, ça peut être une période où on s'entend moins bien avec ses sœurs, donc pourquoi pas développer cette question-là à travers un roman qui peut passer incognito. Au niveau des personnages, le prince Cardan est un peu vide, c'est un peu la version bad boy mais dans un univers magique.
puissant, blablabla, et j'en passe et tout, mais pareil, pas très creusé. L'héroïne pour sa part, c'est pareil, elle est plus creusée que les autres, encore heureux, mais elle est un peu vide, je trouve. En fait, c'est une femme forte, on te la vend comme une femme forte, et c'est le cas puisque elle impose ses idées, elle veut pas forcément suivre le même chemin que ses sœurs en épousant un faé et en suivant ainsi voilà, le chemin comme ça. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est intégrer la cour pour devenir chevalier, et donc c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait pu prédire chez une humaine au sein d'un monde magique où à tout moment elle peut se faire contrôler son esprit. Donc elle est, de ce point de vue-là, c'est une femme forte. Mais à côté de ça, j'ai trouvé que niveau expression de ses sentiments, niveau background, niveau caractère, en fait, il n'y a pas grand-chose, en fait, c'est un peu vide. Donc ça a été une bonne lecture, je dirais, pour passer le temps, mais après, si vous cherchez quelque chose de fondamentalement original, passez votre chemin parce que c'est pas le bon livre. Par la suite, j'ai enchaîné avec un autre livre en anglais, The Fifth Child de Doris Lessing. Dans ce roman, on va suivre principalement deux personnages. On va suivre Harriet et David, qui sont deux personnages qui sont, franchement, ont tout pour être heureux, se ressemblent comme deux gouttes d'eau et donc naturellement vont se mettre ensemble. Pour eux, l'idéal de vie qu'ils poursuivent, c'est le modèle d'une famille nombreuse, une famille heureuse, avec des goûts simples, quelque chose de très simple et un couple uni à la base de cette famille. Donc ça commence parfaitement bien, on se dit pourquoi pas, et on voit cette famille qui évolue, qui commence à avoir des enfants, et puis les choses commencent à dégringoler un petit peu à partir du moment où un cinquième enfant naît qui apporte son lot de soucis, si je peux dire. Après, il n'y a pas que cet enfant, puisque véritablement dans cette histoire, c'est une descente aux enfers qu'on suit, puisque le couple, avec plein de bonnes idées, plein de bonnes ambitions, va finalement devoir faire face à des grossesses douloureuses, à un renoncement du travail de la part d'Harriet, qui doit élever ses enfants, et donc elle renonce à son travail qui lui plaisait pourtant. Également l'achat d'une maison qui est très grande, et que toute leur famille, dont toute la famille leur reproche l'achat puisque c'est un peu cher pour eux. Et pour autant, les personnages de Harriet et David vont vraiment s'accrocher un peu à cette idylle qu'ils ont de la famille, de comment la vie doit être menée malgré donc tous ces éléments qui sont déjà importants. Et la famille qui ne cesse de leur reprocher leur mode de vie qui est un peu anticonformiste, puisque on est dans les années 60-70 et donc dans ces années-là, avoir une grande famille nombreuse, c'était pas forcément ce qui était le plus recherché, ce qui était le plus accepté par la société. Et comme je le disais, arrive donc un cinquième enfant qui n'était pas vraiment désiré, dont la grossesse va encore plus se passer dans la douleur que les autres grossesses, puisque Harriet va avoir l'impression que le fœtus se bat littéralement dans son ventre. Et donc ça va vraiment être l'histoire d'une descente aux enfers, de l'appréhension d'une grossesse et d'un enfant qui n'était pas désiré, qui est différent des autres enfants qu'ils ont eu jusque-là, et donc la construction d'une relation avec cet enfant qui n'est pas comme les autres. Personnellement, je dois vous avouer, c'est un livre qui serait difficile de ne pas apprécier parce que justement c'est un combo d'idées bien pensées, d'une intrigue bien ficelée, de telle façon qu'on se retrouve au début avec un peu cette image d'un conte de fées avec deux personnages qui semblent faits l'un pour l'autre, qui ont les mêmes rêves, qui réussissent à trouver une maison, qui commencent à avoir des enfants, qui construisent quelque chose, et tandis que petit à petit le monde autour d'eux s'effondre, puisqu'il y a aussi la crise, je n'ai pas mentionné, mais la crise des années 70. Bref, plein d'éléments comme ça qui vont se rajouter, qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Et pourtant voilà, ces personnages, ils sont très attachants. Et je pense aussi que c'est une force du roman, c'est que les personnages sont hyper attachants, très réalistes. On a envie de croire en ces deux personnes, si pas naïves, mais qui ont simplement des rêves simples. Ils veulent une famille, ils veulent une maison, et puis vivent tout simplement heureux avec l'ensemble de leur famille en faisant venir cette famille très régulièrement pendant les vacances. Le personnage de Harriet est vraiment mon personnage préféré au sein de l'intrigue parce que son évolution est beaucoup plus remarquable, je trouve, que les autres personnages. Notamment
à l'égard du 5e enfant qui arrive, avec qui c'est vraiment très compliqué puisque tout le reste de la famille le rejette complètement parce qu'il ne s'exprime pas comme les autres, parce qu'il n'est pas... J'aurais tendance à dire pas facilement compréhensible, mais il essaye de copier les normes, mais on comprend qu'il est en décalage avec les normes de la société. Et pourtant, cette mère va se battre, elle va être très... comment dire? Doris Lessing va jouer la carte de la franchise en nous montrant que parfois Harriet a vraiment une ambivalence au niveau de ses sentiments. Des fois, elle déteste ce fils et la majeure partie du temps, elle se bat quand même pour que celui-ci s'intègre au sein de la famille, qu'il trouve sa place tout simplement, qu'elle-même trouve sa place dans la famille, puisque le sujet des grossesses a vraiment créé beaucoup de disputes. Et la construction d'une relation avec cet enfant est vraiment plus visible chez le personnage de Harriet, qui va vraiment essayer de faire le premier pas vers lui, et c'est très très beau, c'est vraiment très très beau. En plus, ce qui fait la richesse de ce roman, c'est tout le côté un peu fresque sociale, puisque c'est pas seulement l'histoire d'Harriet et de David et de leurs 5 enfants, c'est aussi l'histoire d'une société derrière qui prône un modèle familial, qui subit des crises économiques, et donc on voit ce monde changer, notamment je pense rapidement là par rapport aux emplois de David. Et tout cet aspect vraiment fresque sociale, en plus de personnages réalistes, attachants et forts tels que Harriet, je pense que ce sont vraiment les forces de ce roman. Et du coup naturellement je vous le recommande vivement. Alors ensuite, j'ai lu Le ministère des sentiments blessés, alors là, pardon d'avance pour le nom, d'Altaf-Walla. Donc c'est un ensemble de poèmes qui sont condensés en un recueil et qui vont parler de la société indienne. Et on va principalement s'intéresser à Mumbai, je sais pas comment on dit, je suis désolée, j'écorche. Et de sa mondialisation, de comment la vie y évolue, comment elle explose, comment les gens s'organisent. Vraiment c'est une chronique, véritablement une chronique de la vie en Inde, et des déboires, mais aussi des belles choses qu'on peut retrouver dans la société indienne, on va dire. Alors c'est une lecture qui a été un peu compliquée quand même, parce que le style d'écriture de l'auteur est très... on va dire il est très proche de celui de Virginie Despentes, sauf que je m'attendais pas forcément à le retrouver, contrairement à Virginie Despentes où j'étais prévenue. Et donc le côté grossier, des mots plutôt violents, des scènes plutôt violentes, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais quand j'ai vu en plus la couverture qui me semblait plutôt colorée. Et pour autant, j'ai trouvé que après avoir accepté justement tout cet aspect stylistique, ça passait plutôt bien, parce que vraiment les paysages décrits sont réalistes tout simplement, et puis même j'ai trouvé que c'est très intéressant au niveau de comment la mondialisation se met en place, comment elle détruit, comment elle peut apporter quelque chose à une civilisation. Et c'est vraiment tout cet aspect, donc description de la mondialisation et de ses effets, qui m'a particulièrement intéressée à travers ce recueil de poèmes. En plus de ça, il y a vraiment un côté engagé de la part de l'auteur qui va beaucoup insister sur les inégalités créées par la mondialisation, et qui va vraiment mettre des mots très durs sur des situations très dures. Et je pense que là-dessus, c'est un pari un peu risqué. C'est un pari un peu risqué, parce que ça va être dur de trouver un public qui accepterait autant de violence. Mais en même temps, c'est un pari qui réussit, je pense. En plus de ça, vraiment, je pense que ce style, même s'il est particulier, il permet vraiment d'impacter le lecteur, donc de laisser une trace un message important au sein de son crâne, et d'aller ainsi droit à l'essentiel. Ça peut que marquer le lecteur et lui montrer clairement qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, et qu'à côté de ça, il y a certaines choses qui vont bien. C'était un peu brouillon ma présentation, je suis vraiment désolée. Après la lecture de ce recueil de poésie, j'ai voulu me diriger vers une pièce de théâtre, et comme je ne m'y connais pas énormément en pièces de théâtre contemporaines, j'ai décidé d'aller vers un auteur que je connais plutôt bien et que j'apprécie, et donc Laurent Godet, il faut savoir, écrit aussi des pièces de théâtre. Donc je me suis dirigée, sans trop de crainte j'avoue, vers sa pièce de théâtre. Du coup j'ai lu Et les colosses tomberont. On va retracer dans cette pièce de théâtre tout le printemps arabe. Vraiment, c'est une retranscription des événements qui se sont passés, et
à travers plusieurs personnages dont les voix vont s'entrecroiser. Je pense que c'est le meilleur résumé que je peux vous faire sans trop en dévoiler. Mais c'est vraiment donc un récit qui va parler donc d'un épisode plutôt dramatique, on va pas se mentir, mais en entremêlant plusieurs voix et vraiment montrer tout l'impact que cet événement a eu sur la société. Donc comme je vous le disais, je suis pas forcément très habituée à lire des pièces contemporaines et pourtant ça a été vraiment si je peux dire, un grand plaisir de lire cette pièce de théâtre, j'allais dire ce roman, mais non. Parce que justement le sujet c'est du Laurent Godet, je trouve c'est très engagé, on va parler de choses qui sont pas forcément placées au cœur de la littérature. En plus de ça, la pièce de théâtre est très facilement imaginable, on peut plutôt facilement imaginer comment la représenter et j'ai trouvé que c'était vraiment un aspect très intéressant. Et puis même au niveau de la construction de la pièce de théâtre avec cette idée de mélanger, de mêler plusieurs voix entre elles qui sont des voix distinctes et qui pourtant ressentent vraiment une même impression vis-à-vis des événements, une même indignation face à la situation qui était jusque-là établie et l'ordre des choses. Donc vraiment c'était une pièce de théâtre très belle, poignante et pleine d'émotions, beaucoup d'émotions. Sachant que comme je l'ai dit, c'est une période historique qui n'est pas forcément mise en valeur dans la littérature et c'est vraiment très intéressant justement de voir comment Laurent Godet arrive à s'emparer ainsi d'un événement historique. Donc je vous le recommande vivement. Alors, par la suite, j'ai lu la suite d'un roman que j'ai lu l'année dernière. Donc l'année dernière, j'avais lu 1000 femmes blanches de Jim Fergus et du coup là j'ai lu la suite. Donc La vengeance d'une mère, oui c'est ça, La vengeance des mères donc de Jim Fergus. Alors, c'est une suite mais en même temps je pense que ça peut se lire indépendamment du premier volume. Donc dans 1000 femmes blanches, et également dans La vengeance des mères, il est question d'un pacte entre le gouvernement américain et les Indiens qui vivaient jusque-là plutôt en paix sur le territoire qui était le leur. Et ce pacte consiste en la livraison, si je peux dire, de femmes blanches afin de civiliser le peuple indien, d'une certaine façon. Hein. Des enjeux politiques comme ça, bref, voilà, vous comprenez, et économiques également. Il faut savoir que, évidemment, ces événements ont été suivis de beaucoup de drames, je pense que ça ne vous est pas inconnu, mais les Indiens n'ont, entre guillemets, pas fait long feu, si je puis dire, et ils ont été vraiment éliminés majoritairement par le gouvernement américain qui a lancé beaucoup de campagnes de guerre contre eux, alors qu'ils étaient censés avoir un pacte de paix, voilà. Et donc on suit dans La vengeance des mères le chaos provoqué dans le premier tome, tout simplement. Personnellement, sans trop vous en dire, j'ai beaucoup apprécié découvrir la suite de l'histoire, découvrir comment les personnages évoluent, comment ils sont confrontés, comment la situation empire, ouais, comment ces personnages sont confrontés à une situation qui est vraiment dramatique. On sait que ça va mal se passer et nous, en tant que lecteurs, on angoisse pour eux, on se dit comment ils vont réussir à vraiment continuer à aller de l'avant, à se reconstruire après tout ce qui s'est passé et puis... Et ben ils arrivent vraiment à avoir une force de caractère. Tous ces personnages sont hyper bien construits et je pense que c'est vraiment un point fort au niveau de cette saga, c'est que les personnages sont réalistes, on a envie de croire en leur réalité et en même temps ils sont forts, ils sont vraiment très forts et tu les envies, tu peux être qu'admiratif devant leur combativité, devant leur courage et de voir comment ces personnages arrivent entre guillemets à outrepasser leur douleur. C'est pas vraiment outrepasser mais en tout cas à aller de l'avant. Les descriptions sont toujours aussi bien menées, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange alors que je sais que je suis pas forcément très réceptive plutôt aux descriptions, c'est que je trouve généralement que soit elles n'ont aucune utilité, soit elles sont vraiment trop mal écrites et là pas du tout, là il y a vraiment un enjeu au niveau des descriptions, ça peut être pour te faire comprendre les émotions des personnages, ça peut être pour te faire découvrir des paysages que tu imagines très facilement, mais également pour te faire comprendre certaines pratiques culturelles chez les Indiens. En plus de ça, dans La vengeance des mères, on a vraiment droit à une galerie de personnages féminins très forts, combatifs, bref tout ce que je disais précédemment, mais vraiment des personnages qui ont été ballottés, qui ont connu des merdes, vraiment des merdes partout. Et pourtant, elles se battent encore, elles savent ce qu'elles veulent et elles sont déterminées. Et vraiment,
je pense que l'un des mots-clés de ce roman, c'est détermination. En fait, ça a vraiment été, on va dire, une opposition totale avec Le Prince Cruel, où le personnage féminin, je le trouvais très vide. Je sentais qu'on voulait me proposer un personnage féminin fort, mais derrière, il n'y avait pas grand-chose qui suivait. Tandis que là, on n'a pas la prétention de forcément te livrer des personnages féminins forts, mais ces dernières soit le deviennent progressivement sous tes yeux, soit le sont au niveau du caractère et sans avoir la prétention de se revendiquer en tant que telle. En plus de ça, même au niveau de la construction du roman, on reste sur une construction plutôt proche du premier volume, c'est-à-dire que ce sont des journaux qui auraient été trouvés potentiellement. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit des journaux fictifs, mais le fait même de penser à une construction originale comme ça, en tout cas qui propose une autre façon d'appréhender les événements, j'ai trouvé ça très intéressant et du coup la lecture est d'autant plus fluide. Donc vraiment c'est un roman que je vous recommande vivement. Évidemment si vous souhaitez, le mieux c'est de commencer par 1000 femmes blanches, mais sachez que La Vengeance des mères n'est vraiment pas une suite décevante, contrairement à beaucoup de séries. Par la suite, j'ai lu un livre qu'on m'a conseillé en littérature hispanophone, et donc il s'agit de Le Crayon du Charpentier de Manuel Rivas. On se situe du coup dans une Espagne de 1936 précisément, donc sous Franco, et on va suivre principalement le personnage de Herbal, qui est donc un franquiste, même si on n'a pas forcément l'impression qu'il partage les convictions des franquistes, il n'empêche qu'il est de leur côté et qu'il est gardien de prison justement, donc il voit passer pas mal de républicains et il doit les surveiller. On a également un système d'épuration qui se met en place au niveau de ces prisons, et Herbal voit ses allées et venues, donc ça s'appelle les paseadores. Donc grosso modo c'est des franquistes qui vont chercher des républicains dans la prison, qui vont prétexter une balade pour tout simplement les achever dans un coin, voilà. Et donc Herbal il est un peu le témoin de toute cette violence, mais il n'est pas sans reste puisque la première scène du roman c'est une exécution que Herbal commet, puisqu'il va tuer un peintre qui se trouvait dans l'une des cellules. Dans cette même cellule se trouve un homme que Herbal connaît plutôt bien, puisqu'il s'agit d'un médecin, et le médecin en question il s'agit donc du docteur Daniel d'Abarca. Donc ce docteur et Herbal se connaissent plus ou moins. Le docteur, je me souviens pas forcément qu'il connaissait Herbal, mais Herbal lui le connaissait très bien puisque Herbal était amoureux d'une femme et cette femme a fait le choix d'épouser le docteur. Voilà. Donc il y a vraiment une relation tumultueuse entre les deux, enfin en tout cas Herbal ressent vraiment des sentiments très négatifs vis-à-vis du docteur. Et pourtant, il va se mettre en place une sorte de, comment dire, de protection. Herbal va vraiment commencer à développer une relation très particulière avec le docteur et ça va vraiment être l'histoire de cette relation complexe entre les deux, de l'histoire de l'Espagne également. C'est vraiment un mélange très complexe et je pense que je vous présente très mal. Enfin bref, c'est un roman qui est très intéressant, j'ai trouvé, sur le plan de la partie historique, parce que par exemple les paseadores, je le connaissais absolument pas. En plus de ça, ça va vraiment permettre de mettre des mots sur des épisodes particulièrement violents, qui sont peut-être un peu tombés dans l'oubli. Je pense pas que, comme je le disais, l'épisode des paseadores soit vraiment mis en avant dans la littérature. Je trouve également que le choix d'un personnage aussi singulier que Herbal en tant que narrateur de l'histoire, c'est vraiment quelque chose, c'est un parti pris plutôt intéressant, dans le sens où Herbal c'est vraiment pas un personnage qu'on va apprécier. Il est plutôt froid, il a beaucoup de haine en lui à l'égard du docteur et très jaloux également à l'égard de la fiancée que le docteur a épousée, enfin que le docteur a, si je puis dire. Et en même temps, c'est un personnage qui est vraiment tourmenté par son passé, puisque la figure du peintre que Herbal va tuer dès les premières pages va vraiment le hanter en fait. Il ne va pas cesser d'avoir des discussions avec ce personnage, il va s'inventer des discussions dans sa tête avec ce peintre, et progressivement développer sa pensée, développer une réflexion plus profonde, et ainsi se distancier un peu du mouvement franquiste également, du camp franquiste, puisque il va commencer à critiquer certaines choses, à se rendre compte que
que cette situation elle est pas acceptable, que voilà tout simplement faire des exécutions sommaires comme ça, c'est pas juste, voilà tout simplement. Ce qui est particulièrement intéressant aussi au sein de ce roman, c'est le fait que la violence elle n'est pas tue. L'auteur aurait pu faire le choix justement de taire un peu cette violence, de minimiser certains épisodes, puisque déjà l'épisode en lui-même est chargé de violence. Et pour autant non, vraiment on est très franc au niveau des descriptions, de l'hémoglobine tu en as, de la violence tu en as. Donc vraiment je trouvais que cette démarche était très sincère et justement nécessaire également. Et enfin donc comme je le disais à travers le personnage d'Herbal, on a vraiment une évolution de la pensée humaine et je trouvais que c'était particulièrement intéressant de voir un peu cette fresque de la défaillance humaine si j'ose dire, Herbal va vraiment se questionner, va vraiment chercher à accepter à accepter ses crimes, à aller de l'avant, à reconnaître qu'il est un assassin, que c'est pas normal, bref comme je le disais quoi. Donc vraiment c'est un très très bon roman que je vous recommande vivement. Alors par la suite dans ce mois de mars j'ai lu le tome 3, le dernier tome de Darkest Minds de Alexandra Bracken. Donc, comme je l'ai déjà présenté, je vous présente rapidement le premier tome. On va se retrouver dans une Amérique futuriste où les adolescents ont développé une sorte de maladie qui leur donne des super pouvoirs, notamment contrôler la pensée, soulever des objets, contrôler l'électricité, être super intelligent. Voilà, donc c'est 4 castes, entre guillemets, 4 types de pouvoirs que les adolescents peuvent développer. Sauf que le gouvernement, face à ces nouveaux adolescents super forts, décide de mettre ces derniers dans des camps. Et donc on va suivre un personnage en particulier, je ne sais plus son nom, Ruby qui réussit à quitter un de ces camps, par des magouilles plutôt, voilà, et qui va trouver un clan, une sorte de seconde famille pour se battre, pour sauver tous les jeunes qui se trouvent dans des camps. Donc j'avais un peu peur parce que généralement les trilogies ou même les fins de saga sont pas forcément à la hauteur de toutes les attentes qu'on peut avoir. Et pour autant j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué. Il y a certains éléments qui m'ont un peu chiffonné, je dois vous avouer, mais de manière générale, l'autrice s'en est très très bien sortie. Déjà ce qui m'a un peu chiffonné, c'est que j'ai trouvé que le début était très très long à se mettre en place. On te présente l'évolution de la situation, mais j'ai trouvé que contrairement à tous les autres volumes, on s'attardait beaucoup sur des éléments futiles, ou en tout cas les situations n'avançaient pas beaucoup, on s'enlise beaucoup dans une sorte d'inactivité, de recherche. Et je sais pas, ça m'a un peu chiffonné en tout cas vers la fin quand je me suis rendu compte que voilà, sur toutes les pages que j'avais à lire, voilà, plus de la moitié était consacrée à une action qui n'arrivait jamais. Et donc forcément vous devez vous en douter, mais l'autre souci c'est que il ne reste plus que 100 pages à peu près pour développer la fin de l'action. Et c'est dommage, parce que du coup tout est bâclé un petit peu, ça va trop vite pour qu'on puisse y croire en fait. Simplement, c'est pas que c'est pas crédible, mais ouais, vraiment je trouvais que c'était un peu du gâchis de précipiter autant l'action vers la fin alors que c'est une action qu'on attend depuis 3 tomes. Donc je pense que ça aurait mérité peut-être une centaine de pages supplémentaires pour vraiment pouvoir développer plus naturellement en fait la fin de l'intrigue et avoir ce sentiment d'une résolution plus... J'aurais tendance à dire légitime, mais c'est pas forcément le mot, mais je pense que vous comprenez l'idée. Parce que du coup, comme tout est bâclé, j'ai trouvé que certains choix au niveau de certains personnages, c'était pas logique, c'était trop mal amené, on allait trop vite en besogne, et puis à peine il y a une révélation que tout de suite, bam, il n'y a plus de personnage, et tu fais quoi? C'est pas juste. Donc vraiment, ça a été un souci durant ma lecture, même si de manière générale, je trouve que c'est une saga jeune adulte qui est vraiment bien construite parce que j'en ai lu pas mal des livres young adult et je trouve que cette saga s'en sort plutôt pas mal avec une construction logique, avec une intrigue originale. Donc en vrai, pourquoi pas, lancez-vous si l'histoire vous intrigue, lancez-vous et n'ayez pas peur de mon ressenti vis-à-vis du dernier tome, puisque finalement c'est très subjectif déjà. Et puis même c'est parce que moi je suis vraiment dans la critique genre à fond. je vois pas forcément les bons points en fait. Moi la lecture, enfin
entre guillemets, je pense que c'est un livre qui doit se lire de manière plutôt détente et pas forcément à chercher la petite bête. Voilà, et sauf que c'est pas forcément mon cas, j'ai un peu du mal à lâcher prise avec un roman. Donc même si pour moi l'expérience du dernier tome était un peu décevante, non pas décevante mais qu'il y avait certaines choses qui allaient pas, qui auraient pu être améliorées, je pense vraiment que c'est une saga qui a toutes ses chances auprès de vous et que vous pouvez vous lancer sans trop avoir peur de tomber sur quelque chose de nul, de pas construit, avec des personnages trop nuls, bref, vous tomberez pas sur un navet quoi. Et j'ai terminé ce mois de mars avec de la poésie. Et oui, je me suis vraiment aventurée vers des choses que je connaissais pas forcément, enfin que je maîtrise difficilement on va dire ce mois-ci. Et après que j'ai entendu beaucoup de louanges sur Epicor, bah, je me suis lancée et j'ai lu Milk and Honey and the Sun and Flowers. Voilà, donc c'est deux recueils de poèmes qui sont très beaux, qui vont parler de beaucoup de thématiques. Donc ça peut être l'expérience intime de l'auteur, la question de la sexualité, la question d'être une femme au sein de notre monde, la question de la relation qu'on peut avoir avec son père. Il y a vraiment plein de thématiques, donc je pense que chacun peut trouver son compte, peut en avoir pour son compte. Sachant qu'en plus à côté de ça, on a vraiment de très beaux dessins qui accompagnent et qui vraiment sont tout aussi pas légers, mais qui représentent un peu la douceur qu'on peut retrouver dans le style d'écriture de l'auteur, de l'autrice. Sachant que même si certaines thématiques sont, comment dire, sont plutôt pas, sont plutôt sensibles puisque parfois il est question de viol, d'abus. On peut aussi parler de relations toxiques, de rupture, vraiment ça peut être des sujets très sensibles je pense pour certains lecteurs. Mais la façon dont c'est écrit avec vraiment cette espèce de douceur continue, cette sensibilité vraiment de l'autrice elle-même, bah, je trouve que ça passe très bien. C'est vraiment une lecture pas plaisir parce que les thèmes sont trop lourds parfois pour que ce soit une lecture plaisir, mais en tout cas on passe un moment plutôt agréable. On apprend à se connaître à travers la connaissance qu'on développe vis-à-vis de l'auteur. Voilà, c'est très beau, c'est mettre des mots sur des émotions qui sont pas toujours facilement exprimables et je pense que pour un public relativement adolescent, relativement jeune, bon bien sûr dans la version française, à moins que les adolescents en question sachent lire en anglais, mais vraiment, je pense que ça peut aider certains à mettre des mots sur des douleurs, sur des sentiments, voilà. Donc pourquoi pas, et en vrai, je pense que je lirai la suite de ces poèmes parce que même en n'étant pas forcément très intéressée par la poésie, je pense que c'est une autrice qui déjà est une incontournable de la littérature contemporaine, mais également qui a vraiment un talent fou, et donc je vous invite vivement à lire au moins un de ses poèmes. Si vous souhaitez être convaincu, il y a certains extraits qui sont disponibles sur Google par exemple. Donc si vous n'êtes pas tout à fait sûr, lisez, et puis franchement c'est vraiment pas du Victor Hugo, c'est pas trop lourd, c'est quelque chose de très léger. Voilà, de léger alors qu'on a des thématiques qui le sont parfois pas forcément. Tout simplement. Donc ce point de lecture il est fini. Je suis vraiment désolée pour le retard, j'ai vraiment pris pas mal de retard avec tous les cours et les partiels. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, histoire de me soutenir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!